Il existe, bien au-delà des cartes que dessinent les hommes, un lieu que seuls les cœurs attentifs savent trouver. Là, sous la canopée éternellement verte d'une forêt que l'on dit née du souffle d'un rêve ancien, serpente une rivière étrange. On l'appelle la rivière étoilée, non parce que les étoiles s'y reflètent, mais parce qu'elle semble en être faite. Son courant, doux comme une berceuse, scintille d'un éclat irréel, même lorsque les nuages voilent que la lune. On dit que ses eaux coulent à travers le temps autant que l'espace, qu'elles traversent les mondes comme les souvenirs traversent les âmes. Au bord de cette rivière, à l'orée d'un bois de fougères géantes et de chênes aux racines profondes comme la mémoire du monde, se dresse une petite maison. Elle est si discrète qu'on la croirait sculptée dans un rêve. Des murs de pierre couverts de mousse, un toit de chaume orné de lucioles nocturnes, une cheminée d'où s'échappe une fumée fine, au parfum de bois ancien et de pommes séchées. C'est ici que vit le vieux conteur. Les enfants du village, ceux qui osent s'aventurer jusque-là, murmurent son nom avec des yeux grands comme des lunes. Ils disent qu'il a 1000 ans, qu'il a vu les rois tomber et les saisons changer de nom, qu'il parle le langage des corbeaux et connaît les secrets des pierres. En vérité, nul ne sait vraiment son âge. Il a les cheveux aussi blancs que la neige d'hiver, une barbe douce comme la laine, et des yeux bleus si clairs qu'ils semblent faits de ciel ancien. Chaque soir, quand l'ombre s'allonge et que les premières étoiles viennent se poser sur l'eau, il s'installe dans son grand fauteuil de cuir usé, face au feu. À ses pieds, sur un coussin brodé de constellations, s'étire une chatte au pelage argenté. Elle s'appelle Lumi, et ses yeux d'ambre fixent le monde comme s'ils voyaient ce qui s'y cache. Ensemble, ils attendent, pas quelqu'un, pas quelque chose, mais le moment. Car lorsque la nuit est juste assez silencieuse, lorsque la rivière cesse de murmurer pour écouter à son tour, le conteur commence à parler. Il ne lit pas, il ne récite pas, il se souvient, ses histoires sont anciennes, parfois joyeuses, parfois tristes, parfois si étranges qu'on pourrait les croire inventées, si elles ne résonnaient pas avec une vérité enfouie dans le cœur de ceux qui les écoutent. Des histoires de mondes oubliés, de créatures de lumière, d'amour qui survivent au siècle, des histoires qui réchauffent et qui inquiètent à la fois. Il n'a pas besoin d'auditoire, car la maison écoute, le feu écoute, et la rivière, surtout, tend l'oreille. Mais ce soir-là, un soir comme tant d'autres au premier regard, l'air avait une densité particulière. Le crépuscule n'était pas venu seul. Il y avait dans la lumière orangée une teinte d'indigo, comme une encre versée par erreur dans le ciel. Lumi avait renoncé à sa sieste habituelle et fixait la porte avec intensité. Le vieux, lui, sentait dans ses os une vibration ancienne, un frisson qui n'était pas dû au froid. Il s'arrêta de remuer la tisane au miel qu'il préparait, leva les yeux et regarda par la petite fenêtre ronde. Les étoiles tardaient à apparaître, comme si quelque chose les retenait ailleurs. Dans la cheminée, une bûche craqua, éclatant en étincelles d'or. La chatte se leva d'un bond, le dos arqué, les oreilles dressées. Le vieil homme sourit tristement. « Ce soir, Lumi, dit-il doucement, ce n'est pas une histoire qui viendra à nous. C'est une histoire qui veut être vécue. » Et alors, tandis que le feu dansait et que la rivière scintillait d'une étrange pulsation, la porte frissonna. Quelqu'un, ou quelque chose, venait. Le vieux conteur se nommait Eliane, un prénom oublié de la plupart, mais qui portait encore l'écho des langues anciennes. Chaque matin, il se levait avec la lumière douce qui perçait à travers les feuilles des arbres géants. Le soleil, dans cette forêt-là, ne frappait jamais fort. Il effleurait, caressait, déposait ses rayons comme un peintre dépose un lavis sur un parchemin. La rivière chantait toujours, comme un ruisseau d'argent qui racontait ses propres histoires, celles qu'Éliane aimait écouter avant de commencer la journée. Sa petite maison n'avait ni serrure ni cloche. Ceux qui devaient venir trouvaient toujours leur chemin,
Les autres ne la voyaient même pas. Les murs étaient couverts de lierre, et les volets de bois sculptés représentaient des constellations, des dragons, des fleurs qui n'existaient plus depuis 1000 ans. Sur l'étagère extérieure, des pots en terre cuite accueillaient menthe, thym, sauge et parfois de minuscules champignons lumineux, récoltés au cœur de la forêt. Eliane vivait simplement. Il préparait son pain chaque 3 jours, en chantant de vieilles ballades. Il faisait sécher des herbes, écrivait à la plume sur de grands feuillets de parchemin et lisait à voix haute pour Lumi, sa chatte. Lumi, quant à elle, semblait tout comprendre. Elle hochait parfois la tête, clignait des yeux d'un air grave, ou miaulait doucement quand une phrase lui plaisait. Le matin, ils prenaient le thé ensemble près de la fenêtre ouverte. Eliane s'asseyait sur un banc de bois, Lumi sur le rebord, la queue enroulée autour des pattes. Il regardait les oiseaux se baigner dans la rivière, les lucioles s'éteindre avec les dernières ombres de la nuit, et les premières feuilles danser dans l'air tiède. Parfois, un cerf passait au loin, ses bois pareils à des branches d'obsidienne. Parfois, un papillon de verre venait se poser sur la table, translucide et fragile comme un souvenir. L'après-midi était consacré aux histoires. Eliane ne les inventait pas vraiment. Il les écoutait dans les bruissements des feuilles, dans les reflets de l'eau, dans le vent qui traversait la cheminée. Il disait souvent que les histoires sont comme les graines. Il suffit de leur donner un peu de chaleur pour qu'elles germent. Il écrivait dans de grands carnets reliés de cuir, chacun orné d'un symbole différent. Un arbre, une étoile, un sablier. Chaque carnet contenait une époque, un ton, un univers. Il y avait des contes joyeux pour les jours de lumière et des récits sombres réservés aux soirs d'orage. Dans l'un d'eux, il racontait l'histoire d'une île qui se souvenait de ses habitants. Dans un autre, celle d'un enfant qui parlait avec les ombres des constellations. Le soir, la lumière devenait dorée, puis bleu nuit. Eliane allumait la cheminée, préparait une soupe d'herbes et de racines douces, pendant que Lumi ronronnait sur le coussin. Puis venait le moment du silence sacré, celui où les mots devenaient plus puissants que le monde extérieur. Il ouvrait un carnet au hasard, posait ses doigts dessus, fermait les yeux et laissait l'histoire venir. Parfois, on entendait frapper à la porte, jamais fort, jamais brutalement. Un bruissement, un souffle, un craquement dans le bois. Alors Eliane se levait, ouvrait et laissait entrer le visiteur du soir. Parfois, c'était un renard blessé, un oiseau fatigué. Parfois, un enfant perdu dans la forêt qui ne savait pas comment il était arrivé là. Il ne posait jamais de questions. Il préparait une infusion, ajoutait une couverture près du feu et racontait une histoire qui guérissait. Mais il arrivait aussi que la nuit soit parfaitement calme. Dans ces moments-là, Eliane écrivait ce qu'il appelait « les histoires sans auditeur », celles que personne ne lirait jamais, mais qu'il fallait raconter tout de même pour ne pas qu'elles se perdent. Il y avait aussi, dans cette forêt, des signes que tout n'était pas ce qu'il paraissait. Les arbres murmuraient parfois des noms inconnus. La rivière chantait des airs que même Eliane ne reconnaissait pas. Une fois, au solstice d'hiver, il avait vu une silhouette lumineuse traverser la clairière sans laisser de traces. Une autre fois, il avait retrouvé une fleur dorée posée sur le seuil, une espèce disparue depuis des siècles. Mais cela ne l'inquiétait pas, car la forêt, il le savait, était vivante. Elle observait, elle testait ceux qui vivaient près d'elle. Et Eliane avait prouvé, jour après jour, année après année, qu'il était digne de confiance. Et puis, il y avait Lumi. Elle était venue à lui par une nuit de lune noire, minuscule boule de poils abandonnée sur une pierre plate près de la rivière. Depuis, elle ne l'avait jamais quitté. Certains disaient que c'était une fée transformée ou un esprit protecteur. Eliane, lui, disait simplement que c'était une amie fidèle. Ce soir-là, avant que tout ne change, tout semblait identique.
Et pourtant, quelque part, un battement d'ailes invisible avait modifié l'équilibre. Eliane le sentait dans l'air, dans le thé, devenu trop amer, dans le crépitement inhabituel du feu. Quelque chose approchait. Ce fut une nuit étrange. Le vent, habituellement doux comme une plume d'aigrette, avait cessé de souffler. La forêt, toujours bruissante de son nocturne, ululement discret, craquement de branches, clapotis de l'eau, semblait soudain figée. Même la rivière, d'ordinaire vive, avait ralenti sa course. Elle coulait maintenant en silence, comme si elle retenait son souffle. Eliane le sentit immédiatement. Son sommeil était léger, comme celui des anciens qui ont trop vécu pour s'endormir sans veille intérieure. Il ouvrit les yeux. La pièce était baignée d'une lumière bleutée, irréelle. Pas celle de la lune, car le ciel était couvert, mais une lueur étrange, comme si les étoiles elles-mêmes cherchaient à percer l'opacité du monde. Lumi n'était plus à ses pieds. Il se redressa doucement, ses os protestant à peine, habitué à se plier à l'appel de l'inconnu. Il enfila sa robe de chambre en laine grise, noua la ceinture de cuir patiné et descendit à pas feutrés. Le feu dans la cheminée avait presque cessé de brûler, ne laissant que des braises rougeoyantes qui pulsaient lentement comme un cœur fatigué. La porte d'entrée était entr'ouverte. Il ne l'avait jamais laissée ainsi. Même si la forêt ne représentait aucun danger pour lui, les habitudes restaient déjà fortes. Lumi était là, assise juste devant le seuil, sa queue battant doucement le bois. Ses yeux brillaient d'un éclat doré. Elle ne se retourna pas quand Eliane s'approcha. Elle fixait quelque chose dans la nuit. « Lumi » murmura-t-il. Elle miaula doucement, presque tristement. Eliane s'approcha du pas de la porte, et là, il la vit. Une pierre. Petite, ronde, lisse, posée sur la première marche. Mais elle brillait. Pas comme un bijou. Pas comme du quartz ou du mica. Non. Elle semblait émettre sa propre lumière, un éclat doux, pulsant lentement au rythme de la rivière. Bleu, puis violette, puis à nouveau bleu. Une lumière qui semblait vivante. Il se pencha, la ramassa. La chaleur de la pierre était étrange, ni chaude ni froide, mais présente, comme si elle reconnaissait le contact. Eliane la tourna entre ses doigts. Sur sa surface, des motifs apparurent brièvement, des lignes fines, sinueuses, pareilles à des constellations ou des veines d'or. Lumi recula lentement dans la maison. Eliane suivit. Il posa la pierre sur la table, près d'une bougie qu'il alluma sans mot dire. La lumière dansait sur le bois, et la pierre émettait un faible bourdonnement, presque imperceptible, mais régulier. Ce n'était pas la première fois qu'Eliane voyait des choses étranges, mais celle-ci, elle était différente. Il s'assit, la tête entre les mains, les coudes appuyés sur la table. « Est-ce un appel ?» murmura-t-il. Lumi bondit sur la chaise face à lui et le fixa, ses pupilles devenues de fente verticale. La pierre pulsa plus fort. Alors, sans vraiment savoir pourquoi, Eliane prit un vieux carnet relié de cuir brun, l'ouvrit à une page vierge et écrivit « Quelque chose approche. Ce n'est ni humain, ni bête. Cela porte en soi une mémoire ancienne, plus ancienne que les arbres. Je sens que la forêt elle-même retient son souffle. Et la rivière, elle s'est tue. » Il referma le carnet et le posa doucement. Puis il se leva, alla vers la cheminée et y jeta une poignée d'herbes séchées, lavande, sauge et un peu d'écorce d'if. Une fumée douce s'éleva, parfumée, presque sucrée. Et c'est alors qu'il l'entendit. Un son, très faible, venu de dehors. Un clapotis, suivi d'un pas. Un pas humain. Eliane s'avança à la porte, ouvrit lentement. La brume avait envahi le bord de la rivière, et dans cette mer de nuages argentés, une silhouette avançait. Elle titubait. Lente, silencieuse. Lumi grogna, chose qu'elle ne faisait jamais.
Eliane sentit son cœur battre plus fort, non pas de peur, mais d'une anticipation étrange, comme si les fils d'un vieux conte oublié se tendaient autour de lui. La silhouette s'approcha, et il vit qu'il s'agissait d'un homme, ou du moins d'une forme humaine. Grand, vêtu d'un manteau sombre, les bras serrés contre lui, comme pour retenir le froid. Il s'effondra juste avant les marches. Eliane accourut. Il retourna le corps. C'était un jeune homme. Peau pâle, cheveux noirs, une blessure au front, et autour de son cou, une pierre semblable à celle qu'Eliane avait trouvée, identique, mais éteinte. Le vieux le souleva tant bien que mal. Il était plus lourd qu'il n'y paraissait, et l'amena dans la maison. Lumi les suivit à reculons, toujours méfiante. Le garçon était inconscient, mais respirait. Eliane nettoya sa blessure, lui donna quelques gouttes d'infusion chaude. Puis, il le couvrit d'une couverture de laine et s'installa dans son fauteuil. Il resta là toute la nuit, à veiller, et la pierre, sur la table, brillait de plus en plus fort. Le jeune homme dormit longtemps. Plus de 2 jours passèrent sans qu'il ne bouge, plongé dans un sommeil agité, entrecoupé de soupirs, de gémissements étouffés, de gestes brusques comme s'il luttait contre des ombres invisibles. Eliane le veillait, infusant des plantes douces, changeant les linges humides sur son front, murmurant parfois quelques mots apaisants. Lumi, elle, gardait ses distances, postée sur une étagère, le regard perçant. La maison avait changé. L'air y vibrait autrement. Les flammes dansaient de manière plus vive, les ombres s'étiraient dans des directions imprévues, et la pierre brillante sur la table semblait pulser au rythme du cœur du garçon. Le 3e matin, au moment précis où la rivière reprenait son chant, un murmure d'argent qui glissait entre les pierres. Le jeune homme ouvrit les yeux. Ils étaient d'un vert intense, presque douloureux à regarder, comme si la forêt elle-même s'y était reflétée pour l'éternité. Il se redressa brusquement, haletant, ses yeux cherchant frénétiquement autour de lui. Puis, les bras tremblants, il tenta de se lever. « Restez tranquille, » dit Eliane d'une voix calme. « Vous êtes en sécurité ici. » Le jeune homme s'arrêta, fixa le vieux, puis Lumi, puis la pièce entière, et se détendit légèrement. « Où suis-je? » Sa voix était rauque, mais claire, portée par une langue parfaite, quoiqu'empreinte d'un accent indéfinissable. « Chez moi, au bord de la rivière étoilée. Vous êtes arrivé ici une nuit, seul, blessé. » Le jeune homme ferma les yeux un instant, comme pour convoquer un souvenir. « Elle m'a laissé passer. » « Qui donc? » ?»« La rivière. » Eliane ne posa pas plus de questions. Il se contenta de lui tendre une tasse d'infusion que l'autre prit avec lenteur, observant les volutes de vapeur, comme on observe un présage. « Comment vous appelez-vous? » Un long silence. Puis, « Élard. »« Et d'où venez-vous, Élard? » Un autre silence, plus long encore. « D'un endroit qui n'existe plus. » Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau. Eliane hocha la tête avec gravité. Il avait entendu ce genre de phrase auparavant. Une fois, un vieil homme venu d'un désert lointain avait murmuré la même chose avant de disparaître au matin sans laisser de traces. Que vous est-il arrivé? Élard regarda le feu. Ses traits étaient fins, presque fragiles, mais ses yeux étaient ceux de quelqu'un qui avait vu ce qu'il ne faut pas voir. Une brèche, quelque chose, a été brisée. Dans mon monde, et quelque chose d'autre s'est glissé à travers. Lumi feula soudain, les poils hérissés. Eliane posa sa main sur sa tête pour la calmer. « Continuez. » Élard but une gorgée, puis reprit plus bas. « Cela a commencé par des rêves, d'étranges lueurs dans le ciel, des étoiles qui changeaient de place, des souvenirs d'enfance que je ne reconnaissais plus. Puis des ombres, longues, silencieuses. Elles glissaient dans les rues, entraient dans les maisons. Ceux qu'elles touchaient changeaient. Ils devenaient
vide. Il ferma les yeux. J'ai fui. Je ne sais pas comment j'ai trouvé la rivière, mais j'ai senti qu'elle m'appelait. Eliane se leva lentement, alla chercher la pierre posée sur la table et la montra à Élard. Celle-ci, était-elle avec vous? Élard hocha la tête. Elle m'a protégé, jusqu'à ce que je la perde. Eliane montra la sienne. Élard se redressa brusquement. Une deuxième? Elle était sur le seuil. La même nuit où vous êtes arrivés. Ils se regardèrent longuement. Cela signifie, dit Eliane doucement, que vous n'êtes pas seul à être passé. Élard pâlit. Non, non, c'est impossible. L'ombre, elle ne peut pas traverser l'eau. Peut-être pas par elle-même, répondit le vieux en posant la pierre. Mais si quelque chose ou quelqu'un lui a montré la voie. Un bruit, soudain, résonna au dehors. Sec, bref. Comme une branche brisée. Les deux hommes se figèrent. Lumi sauta à terre, se glissa jusqu'à la fenêtre, ses yeux d'ambre étincelants. Eliane ouvrit lentement la porte. La forêt était calme, trop calme. Il fit quelques pas. Le matin s'était levé, pâle et silencieux. Pas d'oiseaux, pas de vent. Sur le sol, à quelques pas de la maison, une marque, un cercle, brûlé dans la terre, parfaitement net. Élard, debout derrière lui, murmura « Elle est venue ». Ils restèrent longtemps à observer la marque. Le cercle noirci dans la terre semblait vivre d'une énergie sourde. Il ne fumait plus, pourtant la terre autour était encore chaude, comme après le passage d'un éclair sans orage. Aucun animal ne s'approchait. Même les insectes avaient disparu. Le silence était absolu, dense, presque physique. Comme si la forêt retenait son souffle, effrayée. Eliane fit lentement le tour de la marque. Il murmurait des mots anciens, en une langue que même Lumi ne comprenait pas. Des mots qu'il n'avait plus prononcés depuis des décennies. La magie des contes anciens, celle qui liait les mots aux choses, les souvenirs aux lieux. Élard, silencieux, observait. Il semblait à la fois fasciné et brisé. « Ce n'est pas un simple signe, » dit enfin Eliane. « C'est une brèche, un passage. Quelque chose a été appelé ici, ou a trouvé un écho dans ce monde. » Élard s'agenouilla près du cercle, mais sans le toucher. Dans mon monde, ils apparaissaient toujours comme ça. Cercle parfait. Odeur de fer et de pluie. Puis, elle venait. D'abord comme un murmure. Ensuite, comme un souffle. Et maintenant, le jeune homme leva la tête, les yeux brillants de peur contenue. Elle est ici. Ils rentrèrent dans la maison, tirèrent les rideaux, bien qu'il fasse encore jour. La lumière du jour n'était plus rassurante. Elle semblait glacée, délavée, comme si elle avait traversé trop de dimensions avant d'arriver là. Eliane prit les deux pierres, celle qu'il avait trouvée et celle d'Élard, et les posa côte à côte. Elles frémirent à peine, mais leur lumière synchronisée racontait une histoire silencieuse. Lumi grimpa sur la table et renifla les pierres, puis bondit au sol et fila vers la bibliothèque. Elle miaula avec insistance devant un rayon poussiéreux. Eliane comprit immédiatement. Il s'approcha, tendit la main et retira un vieux grimoire relié de cuir noir. Aucun titre sur la couverture, juste une étoile à 7 branches gravée profondément dans la matière. Il souffla sur le haut du livre, un nuage de poussière s'éleva, brillant d'un éclat bleuté. « Je ne pensais pas avoir à l'ouvrir de mon vivant, » murmura-t-il. Il posa le livre sur la table, l'ouvrit lentement. Les pages, jaunies, portaient des symboles complexes, des dessins, des cartes impossibles à lire pour un œil non averti. Mais Eliane lisait sans effort. « Il y a un endroit, » dit-il, « un lieu oublié, au nord de la rivière, protégé par les arbres endormis. Là se trouve un ancien miroir, non pas de verre,
mais d'eau et de mémoire. On l'appelait le clair miroir. Il reflète ce qui est caché et révèle ce qui est prêt à être vu. Élard pencha la tête. Et cela nous aidera? Peut-être. Mais ce chemin n'est pas sans risque. Il traverse la forêt des fractures où les pensées prennent forme. Si tu crains quelque chose, il te le montrera. Élard hocha lentement la tête. J'ai plus peur de ne rien faire. Le lendemain, avant l'aube, ils préparèrent leur départ. Éliane prit une sacoche de cuir où il rangea quelques potions, des plantes, des fioles d'eau bénite, un carnet, une plume et une petite cloche d'argent. Lumi insista pour venir, miaulant avec une fermeté inhabituelle. Éliane céda, mais lui attacha une clochette enchantée au cou. « Si tu t'égares, elle nous ramènera à toi. » Ils quittèrent la maison dans un silence solennel. La brume s'élevait au-dessus de la rivière, et les premières lueurs de l'aube coloraient le ciel d'un rose timide. Mais la lumière semblait lointaine, comme si le jour hésitait à s'imposer. Le chemin s'ouvrit sans qu'ils aient le besoin de chercher. Les arbres s'écartaient lentement à leur passage, dévoilant un sentier étroit bordé de fougères sombres et de pierres couvertes de symboles anciens. La forêt elle-même semblait les guider. Éliane reconnaissait certains signes, un glyphe de protection, un ancien mot d'accueil, des avertissements gravés par ceux qui avaient tenté le voyage avant eux. « Tu n'es pas le premier à fuir ton monde par ici, » dit-il à Élard. « Mais tu pourrais être le premier à vouloir réparer ce qui a été brisé. » Ils marchèrent longtemps, en silence, écoutant les sons ténus de la forêt. Chaque bruissement, chaque craquement de branches, chaque souffle de vent semblait porteur de messages secrets. Après plusieurs heures, ils arrivèrent devant une grande arche naturelle. 2 arbres entrelacés, formant un portail végétal. Sur l'écorce, une inscription. « Ceux qui entrent ici doivent se souvenir de qui ils sont, ou se perdre à jamais. » Éliane s'arrêta. « À partir d'ici, les choses changeront. Ton passé, Élard, tes peurs, tes désirs, tout peut se matérialiser. Tu es prêt? » Le jeune homme ne répondit pas tout de suite. Puis il dit simplement « Je n'ai plus rien à perdre. » Et ils franchirent l'arche. Le passage sous l'arche fut presque imperceptible. Il n'y eut ni secousse, ni éclat de lumière. Pourtant, dès qu'ils eurent franchi le seuil, Éliane sentit la différence. L'air était plus dense, presque humide, chargé de murmures à peine audibles. La lumière du jour ne filtrait plus de la même manière. Elle semblait tamisée par une épaisseur invisible. Le ciel, au-dessus des arbres tordus, était d'un gris profond, constellé de reflets mouvants, comme si des souvenirs y flottaient. La forêt des fractures portait bien son nom. À chaque pas, le sol paraissait hésiter sous leurs pieds, comme s'il jugeait la légitimité de leur présence. Les arbres étaient massifs, leur écorce couverte d'yeux fermés, de cicatrices, de runes oubliées. Certains semblaient respirer très lentement. D'autres pleuraient une sève claire, comme du verre fondu. Lumi avançait la première, sans peur, la clochette à son cou émettant un tintement cristallin qui fendait le silence. Élard, lui, était tendu. Son regard fouillait les ombres, ses pas hésitaient. « Elle pourrait être ici, » murmura-t-il. « Ce lieu reflète l'intérieur de ceux qui le traversent, » répondit Éliane. « Si tu la crains, elle viendra. Si tu l'attends, elle viendra. Si tu l'ignores, elle viendra aussi. » Élard ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses pensées. Puis ils continuèrent. La première vision apparut après 2 heures de marche, sans avertissement. Un battement d'ailes, une brume qui se dissipe soudain, et là, devant eux, une petite fille, debout, au milieu du chemin. Elle portait une robe blanche, ses cheveux tombaient en mèches humides sur son visage. Elle ne parlait pas, ne bougeait pas. Lumi recula, feu lent. Élard devint livide.
Je la connais, dit-il, la voix brisée. Elian posa doucement une main sur son bras. Ce n'est pas elle. Elle s'appelait Iséa, ma sœur. Elle est morte la première nuit où l'ombre est apparue. La fillette leva les yeux. Ils étaient noirs, profonds comme un puits sans fond. Puis elle ouvrit la bouche, lentement, trop lentement, comme dans un rêve. Et ce qu'elle dit n'était pas un mot, mais un cri, un hurlement qui semblait venir de 1000 bouches à la fois, 1000 souvenirs déchirés. Élard tomba à genoux. Elian ferma les yeux, récita à voix basse une prière ancienne. La clochette de Lumi tinta plus fort, et la vision disparut, comme un souffle chassé par le vent. Le silence revint, mais pas la paix. Ils marchèrent en silence pendant longtemps. Élard ne disait rien. Son visage était dur, ses poings serrés. Il semblait plus vieux, plus lourd. Elian respecta son mutisme. Il connaissait la valeur du silence après une vision. La deuxième épreuve vint au crépuscule. Cette fois, ce fut Elian qui vit quelque chose. Une silhouette assise sur une pierre. Grande, fine, vêtue d'une cape sombre. Son visage était dissimulé sous un capuchon, mais Elian reconnut la posture, le geste, la main posée sur le genou. C'était lui-même, plus jeune, tel qu'il était quand il avait quitté le monde des hommes, déçu, brisé, vidé par des années de guerre et de deuil. La vision parla. Tu n'as rien sauvé. Tu as fui. Raconter des histoires ne guérit pas le monde. Tu n'es qu'un témoin. Elian sentit une brûlure dans la poitrine. Mais il s'avança. J'ai fui, oui, mais j'ai gardé la mémoire. Et la mémoire est un remède plus puissant que la vengeance. Le double se leva, puis s'effaça comme de la fumée. Élard l'avait regardé en silence. Tu n'as pas peur? Si. Mais la peur est un pont. Elle peut nous faire tomber ou nous faire traverser. Ils s'arrêtèrent de pour la nuit dans une clairière étrange. Les arbres formaient un cercle parfait. Au centre, un petit bassin. L'eau y était noire, immobile, comme du verre. Le clair miroir. Lumi s'assit au bord. Élard hésita, puis s'agenouilla, fixa la surface. Que suis-je censé y voir? Elian s'assit à côté de lui. Ce qui est vrai. Pas ce que tu veux, pas ce que tu crains. Juste ce qui est. Élard inspira profondément, puis pencha la tête au-dessus de l'eau. D'abord, rien. Puis, lentement, une image apparut. Lui-même, plus jeune, riant avec Iséa, courant dans un champ. Puis la scène changea. La nuit, le feu, l'ombre. Iséa disparaît, lui fuit. Court, chute. Et enfin, un dernier tableau. La rivière. La maison d'Élian. La pierre. Mais cette fois, derrière tout cela, une forme. Vaste, floue. Une silhouette immense, indistincte, faite d'ombre et de souvenirs. Elle ouvrait les bras, non pas pour prendre, pour accueillir. Élard recula, haletant. « Elle ne veut pas me tuer, dit-il. Elle veut que je reste. » Elian hocha lentement la tête. Elle se nourrit des abandonnés, des déracinés, de ceux qui n'ont plus de place dans leur propre monde. Et si je retournais? Tu devras l'affronter, non pas en guerrier, en témoin, en vivant. Le silence retomba. La nuit fut longue. Aucun d'eux ne dormit. Le clair miroir brillait d'une lumière douce, constante. Lumi ronronnait à intervalles irréguliers, comme pour rassurer le monde lui-même. Au matin, ils étaient prêts. L'aube s'éleva lentement au-dessus de la clairière, mais le soleil n'osa pas percer l'épaisse couverture de brume suspendue dans les arbres. Pourtant, quelque chose avait changé. L'air, plus léger. Le silence, moins oppressant. Comme si la forêt elle-même avait reconnu un passage. Une fracture qui s'ouvrait non pas pour engloutir, mais pour révéler. Elian se tenait debout, les mains croisées dans le dos, observant les premières lueurs filtrer à travers les feuillages noirs. Élard, lui, était resté assis près du clair miroir,
le regard fixé sur l'eau immobile. Il n'avait pas dormi, mais quelque chose dans son expression avait mûri. Il ne portait plus seulement la peur, mais aussi une certitude, une connaissance intime du chemin qui s'ouvrait devant lui. « J'ai vu plus que je ne voulais voir », murmura-t-il, « mais aussi plus que je ne pensais exister. » Elian s'approcha. « Alors tu sais. » Élar hocha la tête. « Elle ne m'a pas suivi. Je l'ai attirée, parce que je porte ce que j'ai fui. Elle est l'écho de mon monde détruit, l'ombre de ce que nous avons perdu. Et elle cherche à habiter ce qui reste. » Il se leva lentement, puis regarda Elian droit dans les yeux. Mais elle ne comprend pas l'espoir. Elle ne le supporte pas. Elle s'effrite devant lui. Elian sourit très légèrement. « Alors, c'est notre arme. » Ils prirent un maigre repas composé de fruits secs et d'infusions tièdes. Lumi ronronnait autour d'eux, frottant son museau contre les jambes d'Élar, comme pour confirmer sa renaissance. Lorsqu'ils furent prêts à reprendre la marche, Elian sortit de sa sacoche une petite sphère de verre qu'il tendit à Élar. C'est une mémoire condensée, un souvenir cristallisé d'une histoire oubliée. Elle peut éclairer un lieu sombre, mais seulement une fois. Choisis bien ton instant. Élar la prit avec précaution. La sphère palpitait doucement dans sa paume, comme un cœur miniature. Le chemin qui quittait la clairière semblait plus défini qu'à l'aller. Les branches s'écartaient plus volontiers, les pierres devenaient fait des repères. Elian savait que le miroir avait accepté leur présence et, en cela, ouvrait un passage. Car la forêt ne montre jamais la voie sans consentement. Ils marchèrent jusqu'à midi. La lumière au-dessus de leur tête se faisait plus vive, presque dorée. C'était la première fois, depuis leur entrée dans la forêt des fractures, qu'ils sentaient le soleil véritable sur leur peau. Et c'est là qu'ils le virent. Un arbre immense, isolé, au tronc si large que 10 hommes n'auraient pu en faire le tour. Ses branches montaient si haut qu'on les perdait de vue dans la canopée. À sa base, une porte, oui, une véritable porte, incrustée dans l'écorce, cerclée de fer noir, ornée de runes lumineuses. « L'arbre seuil », murmura Elian. « Il marque l'entrée du monde d'avant, celui qui existait avant les mémoires humaines. » Élar s'en approcha. Les runes brillaient plus fort à son passage. Il posa la main sur le bois tiède et un frisson le parcourut. C'est là qu'elle attend. Peut-être, ou peut-être seulement son reflet. Ils s'assirent sous l'arbre pour élaborer un plan. Élar expliqua ce qu'il avait compris lors de la nuit passée. L'entité n'était pas une créature vivante au sens traditionnel. C'était un agrégat de regrets, de douleurs, de souvenirs abandonnés. Elle se formait là où les mondes se vidaient, là où les histoires n'étaient de plus racontées. Elle ne prenait pas vie par choix, mais par absence. Elle était née du silence, dit-il. Le silence des ruines, des bibliothèques brûlées, des souvenirs effacés. « Alors nous devons parler », répondit Elian simplement. Ils décidèrent d'entrer ensemble, mais séparément dans l'esprit. Elian porterait une histoire, une de celles qu'il gardait pour les heures les plus sombres, une histoire tissée de lumière ancienne, de promesses, de renaissance. Il la déclamerait non pas avec sa voix, mais avec sa mémoire, avec l'essence même de son être. Élar, lui, porterait la lumière de la sphère, mais surtout, il porterait une vision. Celle d'un monde reconstruit, d'un feu rallumé, d'un nom chuchoté par ceux qui refusent d'oublier. Il savait que la confrontation ne serait pas physique. L'entité s'introduirait dans leur esprit, détournerait leurs peurs, leurs souvenirs. Elle les tenterait, leur proposerait un oubli confortable. Mais ils avaient-ils décidé? Ils resteraient en présent, ancrés. Lorsque le soleil entama sa descente, ils se levèrent. Elian posa une main sur l'épaule d'Élar. « Quoi qu'il arrive, souviens-toi, une seule phrase peut contenir tout un monde.
Élar sourit, un vrai sourire cette fois. Et j'en ai une. Ils poussèrent la porte. La porte de l'arbre-seuil s'ouvrit sans bruit, comme si elle attendait ce moment depuis des siècles. Aucun grincement, aucun craquement, seulement un souffle d'air tiède, chargé d'une odeur étrange. Un mélange de cire fondue, de bois ancien et d'encre. Oui, comme si l'intérieur était fait de parchemins vivants, de pages jamais lues, de pensées oubliées. Derrière, ce n'était pas un simple intérieur d'arbre, c'était un espace vaste, disproportionné, comme si le tronc contenait un monde en soi. Les murs, ou ce qui en tenait lieu, ondulaient lentement, couverts de symboles mouvants. Le sol semblait liquide, mais ne cédait pas sous leurs pas, et la lumière venait d'en haut, d'une voûte sans fin, constellée de formes que l'œil ne pouvait vraiment fixer. On y devinait des fragments de visages, des éclats de voix figés, des souvenirs flottants comme des lucioles figées dans l'ambre. Élar marcha en premier, la sphère de verre serrée contre lui. Elle brillait désormais d'une lumière stable, blanche et chaude, comme si elle reconnaissait l'endroit. Eliane suivait lentement, son carnet dans une main, la cloche d'argent dans l'autre. Lumi marchait à côté de lui, étrangement silencieuse. Mais à peine eurent-ils fait quelques pas que la température changea. Un froid profond, humide, sournois. Pas celui d'un hiver naturel. Non, celui qui naît dans les espaces oubliés, dans les chambres abandonnées, dans les lettres jamais ouvertes. Puis le silence se brisa. Une voix. Non, pas une voix. Un chuchotement multiplié. Pourquoi vouloir reconstruire ce qui doit tomber? Pourquoi raviver ce qui est destiné à l'oubli? Élar s'arrêta net. Son visage se tendit. Il connaissait cette voix. Elle avait parlé ainsi, la première fois, dans son monde. Juste avant la disparition de sa sœur. Juste avant la chute. Viens, repose-toi. Ici, il n'y a plus de peur, plus de douleur, plus de souvenirs à porter. Elian s'interposa, sa cloche à la main. Il la fit tinter doucement. Une note claire, pure, qui vibra dans l'espace. Immédiatement, les symboles sur les murs semblèrent se figer, mais la voix s'insinua de nouveau, cette fois plus proche. « Tu es vieux, Elian. Tu es fatigué. Tes histoires ne guérissent personne. Elles ne font que retarder l'inévitable. Laisse-moi les prendre. Je les garderai. Elles ne souffriront plus. » Elian ferma les yeux. Il sentit une pression dans son esprit, comme une main invisible cherchant à retourner les pages de sa mémoire. Mais il résista. Il pensa à sa première histoire, celle qu'il avait écrite, enfant, sur un bout de bois brûlé. À sa mère qu'il avait lue en silence, les larmes aux yeux. Il pensa aux enfants perdus qu'il avait accueillis, au silence qu'il avait brisé par des contes. Et il parla. « Ce que j'écris ne t'appartient pas. Ce que je garde est vivant, et tu ne peux avaler ce qui respire. » La lumière dans la sphère d'Élar devint plus intense. Mais c'est alors que la menace prit forme. Une silhouette descendit lentement de la voûte. Elle n'avait pas de visage, pas de corps distinct. Elle était faite de voiles, d'ombres superposées, de fragments d'yeux et de bouche. Elle flottait à quelques centimètres du sol, immense, insondable. Et elle ouvrit ses bras, non pas pour étreindre, pour engloutir. La peur frappa Élar en plein cœur. Il sentit son esprit vaciller, ses jambes faiblir. Il revit sa sœur, seule dans la lumière rouge d'un ciel en feu. Il sentit à nouveau le poids de sa fuite, la honte de sa survie. La sphère dans sa main faiblit. Elian cria son nom, mais la voix fut étouffée par la présence qui s'étendait autour d'eux. Alors Lumi sauta. La chatte, jusqu'alors muette, bondit en direction de l'entité. Sa clochette tinta si fort que l'air lui-même sembla se briser. La lumière jaillit de son cou comme une lame, fendant l'ombre. La silhouette hurla, un cri sans son, un râle cosmique.
Elle recula d'un pas, un seul, mais ce fut suffisant. Ellar se releva. Il regarda Eliane, puis la sphère, et il parla. « Tu n'es pas moi. Tu n'es pas Iséa. Tu n'es rien si je ne te nomme pas. » La sphère éclata, projetant une onde de lumière pure dans tout l'espace. L'entité recula encore, tremblante. Ses formes s'effaçaient, devenaient inconsistantes. Mais ce n'était pas fini. « Tu ne peux pas me détruire. Tu fais partie de moi. »« Non, » dit Ellar. « Je suis ce qui reste quand tout s'écroule. Et ce que je suis, tu ne peux pas le consumer. » Eliane se mit à réciter une histoire, ancienne, une légende d'un peuple oublié, d'un enfant qui trouva la lumière dans les ruines. À chaque mot, les murs frémissaient. À chaque phrase, une rune brillait. Et alors, la silhouette hurla une dernière fois et disparut. Il ne restait plus qu'un souffle, une poussière légère, et le silence. Mais cette fois, un silence paisible. Ellar tomba à genoux. Eliane posa une main sur son épaule. « Ce n'était pas une victoire, c'était un choix, et tu l'as fait. » L'Omi s'enroula autour de leurs jambes. La clochette sonnait à nouveau doucement. L'arbre murmurait quelque chose. Et au loin, très loin, la rivière chantait à nouveau. La lumière retomba lentement après la disparition de l'entité. Pas brusquement, non. Elle s'effaça comme une brume qui se dissout à l'aube, laissant derrière elle un vide étrange, un calme fragile. L'intérieur de l'arbre-seuil avait changé. Les murs ondoyants avaient cessé de respirer. Les symboles s'étaient figés dans une teinte douce, presque chaude. La voûte brillait encore, mais d'une lumière pâle, sereine, comme si la tempête venait de passer. Ellar resta longtemps à genoux, la tête baissée. Eliane, silencieux, respecta ce moment. Il savait ce que signifiait l'après. Le vide laissé par ce qu'on vient de vaincre. La peur que cela recommence. Le vertige de survivre. Puis, lentement, Ellar se releva. Il était changé. Pas seulement dans ses gestes ou dans son regard. Quelque chose en lui s'était réorganisé. Un socle s'était reformé là où tout avait été fissuré. Il murmura simplement « Je peux rentrer ». Eliane hocha la tête. « Oui, mais ce ne sera plus le même retour. » Ils quittèrent l'arbre-seuil par un autre chemin. Il n'y avait plus de porte, seulement une ouverture naturelle dans l'écorce, baignée d'une lumière dorée. Ils franchirent le seuil ensemble, sans se retourner. Dehors, la forêt avait aussi changé. Le ciel était plus clair. Les arbres semblaient plus hauts, plus calmes. La rivière chantait plus fort. Les pierres sur le sentier luisaient d'un éclat discret, comme si elles reconnaissaient en eux ceux qui avaient traversé la fracture. Mais le chemin du retour n'était pas court. Ils marchèrent pendant des heures à travers les méandres de la forêt des fractures. Le décor était familier et pourtant altéré. À mesure qu'ils avançaient, ils croisaient des traces de leur passage précédent. Une branche cassée, un signe gravé sur une pierre, une mèche de poils argentée de lumi. Mais là où la peur avait régné, maintenant flottait une forme de mélancolie. Comme si la forêt elle-même pleurait ce qui avait été purgé. Une peine discrète. La peine de ceux qui vivent encore. Ellar marchait en silence, les yeux ouverts mais ailleurs. Parfois, il s'arrêtait, tendait la main vers une fleur ou une branche, comme pour s'ancrer au présent. Il parlait peu, mais chaque geste, chaque respiration était empreint d'un calme nouveau. Eliane, de son côté, observait. Il notait mentalement chaque changement, dans les sons, dans les couleurs, dans les gestes de son compagnon. Il savait que ce genre de voyage laisse des cicatrices invisibles et que parfois, ces cicatrices deviennent des cartes pour les autres. À la tombée du jour, ils arrivèrent à la clairière du clair-miroir. Mais le bassin avait disparu. À sa place, un tapis d'herbe tendre et une pierre noire, lisse, sur laquelle une seule phrase était gravée.
Ce qui a été vu ne peut être oublié. Ce qui a été affronté devient lumière. Élar s'agenouilla devant la pierre, posa sa main dessus. Un frisson le parcourut. Puis il se redressa, les yeux humides, mais paisibles. « Merci, dit-il. » On ne savait à qui il s'adressait, à la forêt, à Éliane, à lui-même. Ils passèrent la nuit sous les étoiles. Pour la première fois depuis des jours, elles étaient parfaitement nettes. Aucune forme étrange, aucun reflet, seulement la vaste paix d'un ciel nocturne qui regarde sans juger. Lumi dormait contre Éliane, la tête sur sa manche. Le feu crépitait doucement, réchauffant leur corps fatigués. Élar, couché sur le dos, regardait les constellations. « Je me souviens d'elles, » dit-il. « Mais pas comme avant. Maintenant, elles ont des noms, des visages, des histoires. » Éliane sourit. « Alors raconte-les. » Et Élar, doucement, commença à parler. La nuit fut longue, mais elle n'était plus obscure. Le feu, même lorsqu'il baissa, semblait dégager une lumière intérieure, comme si la chaleur venait aussi de ce que portaient les deux hommes en eux. La forêt, qui autrefois semblait vivante d'une volonté étrangère, dormait maintenant paisiblement. Rien ne bougeait sans raison. Aucun murmure inutile. Seulement la respiration de la terre, lente et profonde. Élar était couché sur le dos, les yeux grands ouverts. Il ne parlait plus. Ses pensées formaient une marée intérieure, montant, descendant, effleurant les rochers de ses souvenirs. Il revivait non plus la peur, mais les fragments de sens cachés dans chaque geste, chaque regard, chaque silence. Au matin, il se leva avant Éliane. Il s'éloigna un peu du campement et marcha jusqu'à une pierre haute, dressée comme une vieille sentinelle. Là, il s'assit et ferma les yeux, et il se vit. Pas comme un souvenir, pas comme un rêve. Il se vit tel qu'il était devenu. Il vit l'enfant qu'il avait été, curieux, fougueux, amoureux du ciel. Il vit le frère qu'il avait voulu être et celui qu'il n'avait pas eu le temps de devenir. Il vit l'adolescent blessé, le jeune homme fuyant, le survivant honteux. Il vit les ombres, le vide, les silences, mais aussi les pas, les choix, le refus de céder. Puis il ouvrit les yeux, et il prononça son propre nom à voix basse. Non pas Élar, mais le vrai, celui que lui avait donné sa mère dans un autre monde, un nom oublié qu'il n'avait pas dit depuis la nuit de la fuite. Ce fut un tremblement intérieur, un petit séisme d'âme. Quelque chose se réaligna. Derrière lui, Éliane s'approcha lentement. « Tu as choisi ?» demanda-t-il doucement. Élar se tourna vers lui, les yeux brillants d'une lumière nouvelle. Pas un éclat surnaturel, une clarté humaine, une décision. « Je ne peux pas retourner dans mon monde, pas comme avant. Il est trop tard pour reconstruire ce qui a été détruit. Mais je peux porter ces histoires, je peux les dire, je peux être celui qui se souvient. » Éliane sourit. « Alors tu n'es plus un fugitif, tu es un gardien. »« Oui, » répondit Élar, « un témoin. » Ils revinrent ensemble jusqu'au bord de la rivière. La maison d'Éliane apparaissait déjà entre les feuillages, familière, calme, fumante doucement. Lumi courut en avant, bondissant comme un esprit léger, heureuse de retrouver son royaume. Mais à mi-chemin, Élar s'arrêta. Il se pencha, ramassa un caillou noir, poli, qu'il tourna entre ses doigts, puis il se dirigea vers l'eau, le lança avec soin. Il sauta 3 fois avant de sombrer. « Ce n'était pas pour chasser un vœu, » dit-il. « C'était pour dire adieu. » Éliane hocha la tête. Les adieux sont aussi nécessaires que les rencontres. Ils franchirent ensemble le seuil de la maison. Rien n'avait changé. Le feu ronronnait dans la cheminée, les herbes séchées pendaient au plafond, le fauteuil d'Éliane les attendait. Mais quelque chose, invisible, flottait dans l'air,
Une paix. Élar s'assit à la table. Il regarda les carnets empilés et tendit la main. Eliane le regarda, sans un mot, et poussa vers lui un carnet vide. « Écris, dit-il. Élar prit la plume. L'encre sembla briller une seconde. Il ne réfléchit pas. Il laissa les mots venir. Ceci est l'histoire d'un monde oublié, d'une ombre née du silence et d'un nom retrouvé au bord d'une rivière étoilée. La plume glissait sur le papier avec une lenteur solennelle. Chaque mot semblait peser, né du silence lui-même, et chaque phrase tissait un fil invisible entre ce monde et celui qu'Élar avait laissé derrière. Eliane observait sans interrompre, assis dans son fauteuil, les mains croisées sur ses genoux. Lumi ronronnait au pied de la table, les yeux mi-clos, comme si elle veillait sur le passage des souvenirs vers le verbe. Lorsque la dernière phrase fut tracée, Élar reposa la plume. Il inspira longuement. Puis, sans dire un mot, il poussa le carnet vers Eliane. Ce dernier le feuilleta doucement. Il lut quelques lignes à voix basse, presque en chuchotant. Un sourire passa lentement sur son visage. « Tu as trouvé ta voix », dit-il simplement. Élar hocha la tête. « Non, je l'ai retrouvée. » Elle était là, enfouie sous les cendres. Mais avant qu'il ne puisse savourer cette paix, un grondement faible, presque imperceptible, monta de la terre. Un frisson traversa les murs de la maison. Les étagères vibrèrent. Une fiole tomba, se brisa. Lumi se redressa, les oreilles plaquées contre son crâne. « Qu'est-ce que c'est » demanda Élar, déjà debout. Eliane s'était levé lui aussi. Il ferma les yeux un instant, comme pour écouter un murmure lointain. Puis il dit, grave, « Ce n'est pas elle, c'est autre chose, quelque chose qu'elle a laissé. » Ils sortirent en hâte. La rivière, d'habitude si tranquille, bouillonnait maintenant comme si une tempête invisible l'agitait. Le ciel, qui avait retrouvé ses étoiles, se zébra soudain de lignes sombres. Pas des nuages, des failles, des cicatrices dans la voûte du monde. Et là, sur l'autre rive, une forme s'élevait. Ce n'était pas l'ombre qu'ils avaient vaincue, c'était une réponse, une conséquence, un être immense, fait de branches mortes, de visages figés, de cris oubliés. Il ne bougeait pas, mais il vibrait. Il n'avait pas de centre. Il était partout et nulle part. Et au milieu, suspendue dans sa poitrine creuse, une troisième pierre. Une ancre, souffla Eliane. Elle a laissé une ancre. Élar serra les poings. Il sentit la panique tenter de remonter. Mais cette fois, il la repoussa. Il se tourna vers Eliane. « Si elle a laissé cette trace, c'est parce qu'elle savait que je reviendrais et que tu pourrais être tenté. Je ne le suis plus. » Élar s'avança. Il retira la chaîne qu'il portait autour du cou, celle qui tenait la pierre éteinte depuis des jours. Il la brandit devant lui. La lumière revint, faible mais déterminée. L'être gronda. Une onde de choc traversa la forêt. Les arbres se courbèrent, le sol trembla. La maison elle-même gémit. Eliane leva sa cloche. Il la fit sonner 3 fois. Le son fendit l'air comme une lame, stabilisa l'espace autour d'eux. Mais c'était Élar qui marcha. Pas vers la créature, vers la rivière. Il entra dans l'eau sans hésiter. Elle était glacée, mais elle se calma sous ses pas. À chaque mouvement, il récitait une phrase. Ce n'était pas une incantation, c'était une prière, une histoire. Je suis celui qui reste, celui qui nomme, celui qui marche entre les ombres pour en tirer la lumière. La créature poussa un cri immense, un rugissement qui fit frémir le ciel. Elle lança ses bras faits de racines vers le sol, creusant, cherchant à tirer le monde à elle. Mais Élar atteignit l'autre rive. Il s'agenouilla. Il planta la pierre brillante dans la terre, et il parla. « Tu n'es pas l'oubli, tu n'es pas la fin, tu es un avertissement, et je t'entends. »
La lumière se répandit comme une onde. Non pas une explosion, une marée, douce, profonde, irréversible. La créature recula. Ses membres se fissurèrent. Les visages figés tombèrent comme des feuilles mortes. Les branches craquèrent, se desséchèrent, s'effondrèrent. Il ne resta plus qu'un tas de poussière. Et la troisième pierre, éteinte. Élar la prit. Elle était froide, inerte. Il la glissa dans sa poche, puis traversa de nouveau la rivière. Eliane l'attendait. Lumi se frottait contre ses jambes. Il ne dit rien. Il ouvrit la porte de la maison. Élar rentra. Il était revenu, entier, décidé, mais changé à jamais. La maison referma doucement sa porte derrière eux, comme une vieille amie accueillant ses enfants après un long voyage. À l'intérieur, rien n'avait changé. Le feu dansait dans l'âtre, les herbes séchées oscillaient sous les souffles invisibles, la table portait encore les taches d'encre du carnet d'Élar. Mais dans l'air, un calme nouveau s'était installé. Pas l'absence de bruit, non, mais une présence dense, comme si les murs eux-mêmes avaient écouté ce qui s'était passé dehors. Élar s'assit près de la cheminée, les mains croisées, les yeux perdus dans les flammes. Eliane, sans un mot, lui tendit une tasse d'infusion chaude, infusée de menthe sauvage et d'écorce de chêne. Lumi grimpa lentement sur les genoux d'Élar et s'y coucha, ronronnant avec une intensité tranquille, presque cérémonielle. Ils restèrent ainsi longtemps, à ne rien dire, à simplement être. Il n'y avait pas d'urgence. Le monde, pour un temps, pouvait attendre. Mais l'esprit d'Élar ne reposait pas encore. Il sortit la troisième pierre de sa poche, celle qui avait été suspendue dans la poitrine de la créature. Elle ne brillait plus. Pourtant, elle semblait plus lourde qu'avant, comme si elle portait un fragment du monde qu'ils avaient à laisser derrière eux. « Elle est vide, » dit-il, « mais pleine de ce qui n'est plus. » Eliane acquiesça lentement. Ce sont des reliques de silence. Elles ne doivent pas être détruites, mais elles ne doivent pas non plus rester exposées. Alors, il y a un endroit, dit Eliane en se levant. Il alla chercher une vieille boîte sculptée, faite d'un bois si sombre qu'on aurait dit de l'ombre figée. Il l'ouvrit. L'intérieur était tapissé de velours bleu nuit, vide. C'est une boîte à veille. On y range ce qui ne doit plus nous suivre, mais qu'on n'a pas le droit d'oublier. Élar y déposa la pierre. Un souffle traversa la pièce. Ils refermèrent le couvercle ensemble. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Une voix, douce, lointaine, féminine, retentit dans l'air. Elle ne venait ni de dehors, ni de leurs esprits. Elle venait de la boîte elle-même. « Merci de ne pas m'avoir détruite. » Ils restèrent figés. Ce que vous avez vaincu n'était pas moi, mais ce que j'étais devenu. Maintenant, je peux dormir. La voix se tut, et une paix plus profonde s'installa. Le lendemain matin, la rivière coulait paisiblement sous un ciel pur. Les oiseaux chantaient à nouveau, comme s'ils célébraient un renouveau qu'ils seuls pouvaient vraiment comprendre. La brume s'était dissipée. Les pierres brillaient sous la lumière du soleil. Et au loin, sur l'autre rive, un petit pont de bois qu'ils n'avaient jamais vu avant apparaissait. Élar le contempla longuement. Il n'était pas là avant. Non, dit Eliane, il ne se montre qu'à ceux qui ont quelque chose à porter au-delà. Élar comprit. Ce n'était pas un pont pour fuir, c'était un passage vers autre chose. Une nouvelle forêt, un autre bord. Pas un retour, mais une continuation. Ils passèrent la journée à préparer le départ. Pas un départ brutal, un adieu doux, nécessaire. Eliane lui offrit un nouveau carnet, vierge. Sur la couverture, il avait gravé une phrase. « Ce qui est raconté ne meurt pas. » Élar sourit. Il le serra contre sa poitrine. « J'écrirai, » dit-il. « Pas pour moi, pour ceux qui viendront. » Le soir venu, ils se postèrent tous les trois devant la maison. Eliane, Lumi
Et Élard, sac sur l'épaule, le carnet sous le bras. « Tu peux revenir quand tu veux, » dit Éliane. « La rivière ne ferme jamais ses bras. » Élard hocha la tête. « Et toi? »« Moi, je reste. Je suis le foyer, tu es le feu. » Élard ne répondit rien. Il s'inclina légèrement, en silence, puis s'engagea sur le sentier vers le pont. Il ne se retourna pas. Mais lorsqu'il posa le pied sur les premières planches de bois, un vent doux se leva. Une brise tiède, remplie d'odeurs d'herbe et de feu, de papier et d'encre, de chats et de souvenirs. Et dans le vent, un murmure. « Raconte. » Alors il sourit, et il marcha. Le pont de bois était resté là, après le départ d'Élard. Un chemin suspendu dans l'espace entre deux mondes, non pas comme un simple passage, mais comme un témoignage. Le bois ne craquait jamais, même sous le vent. Il était solide, bien qu'aucune main humaine ne l'ait jamais construit. Éliane l'observait parfois à la tombée du jour, assis sur le banc devant sa maison, une tasse d'infusion dans les mains, l'humie roulée en boule contre sa hanche. Il ne disait rien. Il n'avait pas besoin de mots pour comprendre que le monde avait changé, subtilement, délicatement, mais irréversiblement. Depuis le départ d'Élard, les jours avaient repris leur cours. Le vieux conteur nettoyait les herbes, rangeait les fioles, lisait de vieux livres aux pages qui sentaient la résine. Le soir venu, il ouvrait la grande fenêtre sur la rivière étoilée et parlait à voix haute. Il ne racontait pas des histoires anciennes. Non. Il récitait celles qu'il avait vécues, celles qu'ils avaient vécues, et parfois il notait quelques lignes dans un carnet. Pas pour les relire, pour qu'elles soient Zola. Un matin, un visiteur arriva. Une jeune femme aux cheveux tressés d'argent et aux yeux d'ambre. Elle ne dit pas son nom. Elle demanda simplement « Est-ce ici que l'on garde les histoires perdues ?» Éliane hocha la tête. Il lui tendit une tasse d'infusion, lui désigna le fauteuil. Elle s'y assit, en silence. Et ainsi naquit le nouveau quotidien. Des voyageurs, de temps en temps, venaient frapper à la porte. Pas nombreux, pas bruyants, mais marqués, fatigués, portant quelque chose qu'ils ne savaient pas nommer. Éliane ne posait jamais de questions. Il leur offrait un toit, un bol, une couverture. Et, s'ils étaient prêts, une histoire. Parfois, ils repartirent le lendemain. Parfois, ils restaient. Et la maison grandissait, doucement, pas en murs, mais en âme. L'Umi, elle, vieillissait doucement. Elle passait de longues heures au bord de la rivière, regardant l'eau scintiller. Il arrivait qu'elle se lève soudainement, fixe un point au loin, comme si elle sentait quelque chose, ou quelqu'un. Un soir, alors que le crépuscule baignait le ciel d'un orange poussiéreux, Éliane la vit ainsi, figée sur une pierre, le regard intense. Il s'approcha. « Tu le sens, n'est-ce pas ?» Elle cligna des yeux. Et alors, il sut. Quelque chose, non, quelqu'un, revenait. Mais ce n'était pas Élard. C'était son ombre. Pas une entité malveillante, non. Une empreinte. Quelque chose qu'il avait laissé derrière lui. Une idée, une mémoire. Ce fut d'abord un frisson dans les feuilles, puis un murmure dans les murs, et enfin un éclat dans le miroir d'eau près de la clairière. Éliane s'en approcha. Il vit son reflet, et, juste derrière lui, une silhouette floue, jeune, calme, le carnet serré contre la poitrine. Elle ne disait rien, elle ne bougeait pas, mais elle regardait. Et dans ce regard, il y avait un message. Je n'ai pas tout dit. Éliane comprit. L'histoire n'était pas finie, et ne le serait jamais, car les histoires vraies ne se terminent pas. Elles changent, elles migrent. Elles s'enfouissent dans les pierres, les arbres, les rêves des enfants. Et parfois, elles remontent à la surface. Cette nuit-là, Éliane laissa la porte ouverte. Pas parce qu'il attendait quelqu'un,
mais parce qu'il savait qu'à chaque respiration du monde, un fragment d'histoire pouvait entrer, et il voulait être là pour l'écouter. Il y a des histoires que l'on raconte à voix haute, au coin du feu, pour chasser l'ombre. Et puis il y a celles que l'on ne dit pas, celles qui s'infiltrent doucement dans les gestes du quotidien, dans la manière de servir une tisane, de refermer une fenêtre, d'écouter le vent entre les feuilles, des histoires qui deviennent gestes, silences, soupirs. La maison du bord de la rivière étoilée est devenue l'une de ces histoires. Éliane, le vieux conteur, n'écrit plus beaucoup. Ce n'est pas qu'il n'a rien à dire, c'est que les mots viennent autrement maintenant. Ils se glissent dans les regards qu'il échange avec Lumi, dans les silences partagés avec les visiteurs, dans les rêveries qu'il laisse flotter dans l'air nocturne. Un jour, alors qu'il rangeait un vieux coffre au fond de la bibliothèque, il retrouva une boîte de cuir usée. À l'intérieur, un carnet, le premier des lards, celui qu'il avait laissé après son départ, vierge, à l'exception d'une page. Éliane l'ouvrit. Une phrase, écrite d'une main ferme, presque gravée. Quand on ne peut plus revenir, il reste à inventer où l'on va. Il resta longtemps immobile, le carnet ouvert sur ses genoux. Puis il se leva, lentement, et le déposa sur une étagère en hauteur, entre deux livres sans titre, là où les visiteurs curieux pourraient le trouver par hasard, et peut-être comprendre. Les saisons passèrent, la neige recouvrit les fougères, le givre dessina des constellations sur les vitres. Puis vinrent les pluies d'argent, les floraisons silencieuses, les brumes d'été. La rivière, elle, ne changea jamais. Elle continuait de murmurer à ceux qui savaient écouter. Lumi, plus lente, plus douce, dormait souvent près de l'entrée. Elle rêvait parfois. Ses pattes tressaillaient, ses oreilles frémissaient, peut-être chassait-elle des souvenirs. Et Éliane, chaque soir, ouvrait toujours la même fenêtre. Il n'y avait plus d'attente, juste une écoute. Un soir particulier, alors que le ciel se couvrait de nuages filandreux, une étoile tomba. Lentement, sans bruit. Elle ne brûla pas, elle ne disparut pas. Elle glissa simplement dans le ciel, puis dans la rivière, comme une larme dans un poème. Éliane la suivit du regard, puis murmura « Il a trouvé un autre monde ». Et dans ses yeux, il n'y avait ni tristesse ni joie, seulement cette paix douce et profonde de ceux qui savent que toute chose a son rythme, son cours, sa fin et son recommencement. La maison resta éveillée cette nuit-là, les murs soupiraient, les livres frémissaient, et sur la table, un nouveau carnet était apparu. Personne ne savait qui l'y avait posé, mais dessus, à l'encre dorée, on pouvait lire « Ce qui a été raconté respire encore ». Là où quelqu'un se souvient, rien n'est vraiment perdu. Éliane ne l'ouvrit pas tout de suite. Il le regarda simplement, puis il ferma les yeux, et il sourit.